Bienvenue à notre webinaire du jour sur le cognitive sourcing et les marketplaces, des leviers qui révolutionnent l'offre de services achats. Avant de démarrer, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez en permanence poser des questions avec l'onglet Q&A qui est en bas de votre écran et nous les prendrons au fur et à mesure et nous prendrons le temps à la fin du webinaire d'y répondre. Et puis si d'aventure à l'issue de notre session on n'a pas le temps, on prendra le temps de vous recontacter pour pouvoir échanger avec vous. Avant de démarrer, je vous propose de faire un tour de table de nos participants. Stéphanie, je vous laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Gauthier, je suis directrice produit chez Silex. Et donc, moi, je m'occupe de toute la roadmap produit, de toute la partie développement et qu'on fait en collaboration avec beaucoup de nos clients. Jean. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean Latour. Je m'occupe chez Silex d'accompagner nos clients dans l'ensemble des réflexions autour de la mise en place de nos technologies. Et avant ça, j'ai une expérience d'acheteur. Voilà. Merci Jean. Charlotte. Bonjour, Charlotte Pariot. Donc, je suis à la Société Générale et donc responsable du Digital Office. Et aujourd'hui, donc, je vais vous faire un retour d'expérience sur le projet Marketplace Achat. Xavier. Oui, bonjour à tous. Xavier Claire, moi je suis senior manager au sein du bureau de Paris d'Argon & Co et j'accompagne depuis maintenant un peu plus de 10 ans les organisations achats dans leur transformation, dont les transformations relatives au digital achat. Et donc pour finir, donc moi je suis Aldec Vignon, je suis un des associés d'Argon & Co à Paris, plus particulièrement en charge des problématiques de transformation des organisations achats et de la relation fournisseur, avec un focus particulier sur, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les impacts des nouvelles technologies dans la manière de fonctionner, aussi bien pour les achats, mais aussi pour les clients internes, on le verra tout à l'heure avec l'expérience de la Société Générale, et vers les fournisseurs. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Je vais, dans un premier temps, vous représenter rapidement Argon, qui on est, vous donner quelques éléments de contexte autour de ce qu'on peut partager avec nos clients. Après, je laisserai la parole à Charlotte qui nous expliquera comment la Société Générale a mis en place une marketplace achat et rentrera dans le concret. Et puis, on continuera avec deux retours d'expérience de Stéphanie et Jean autour de cognitive sourcing. Et puis, on terminera avec Xavier avec les retours d'une enquête qu'on a pu faire autour de ces nouvelles technologies. Et puis, on finira par prendre vos questions. Donc, rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, donc Argon & Co, nous sommes un cabinet de conseil en management. Nous sommes focalisés sur la stratégie et la transformation des opérations. On est présent dans 10 pays, 300 consultants, dont 190 à Paris. Sur quoi travaillons-nous? Nous aidons nos clients sur l'ensemble de la chaîne des opérations, de la conception des produits et des services, en passant par la supply chain amont, la gestion des stocks, les achats, on y reviendra aujourd'hui, la gestion de l'outil industriel et de sa performance, mais aussi toute la supply chain aval. En parallèle, on a développé une forte compétence autour des métiers de l'IT, des RH et de la finance qui nous permettent d'œuvrer dans cette transformation. Si on fait un petit focus rapide sur les achats, aujourd'hui, nos clients, nous essayons de les accompagner dans 4 dimensions. Le premier, c'est d'optimiser la performance de leur panel fournisseur et d'aller chercher aussi bien de la qualité, du coût, du délai et de l'innovation, tout en s'assurant que nos clients ont les organisations les plus efficaces et les plus agiles, tout en tenant compte des nouvelles contraintes environnementales qui imposent de repenser à la fois la conception des produits, mais aussi la manière dont on travaille avec ses fournisseurs. Et enfin, ça va être un de nos focus de la journée, c'est comment accompagner nos clients dans la transformation digitale des achats, de la relation fournisseur et de la relation du client interne. Voilà, j'en ai fini avec une présentation rapide d'Argon. Avant de laisser la parole à Charlotte, je voulais partager avec vous 3 planches rapides basées sur des retours d'expérience qu'on a de discussion avec
nos clients. Le contexte, vous le savez, est assez particulier en ce moment et on se rend compte que les achats, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, les achats et les directeurs des achats avec lesquels on a pas mal interagi ces dernières semaines, travaillent sur 3 grands axes de valeur qui sont, somme toute, assez classiques, hein, optimiser les coûts, aller chercher les bons panels, sécuriser ses fournisseurs. Deuxième axe, capturer les innovations du marché, c'est se projeter. La première est plutôt défensive en ce moment, la seconde est plutôt offensive. On commence à se reprojeter, tout en travaillant, et on l'a vu par la crise qu'on vient de passer, comment mieux anticiper et gérer les risques. Ces 3 grands thèmes peuvent paraître assez classiques, mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les directions des achats ne peuvent plus les aborder de la même manière et doivent repenser leur modèle. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer par les quelques exemples qui vont suivre. Donc, repenser le modèle, c'est pour répondre finalement à 5 grands axes de transformation. Aujourd'hui, puisqu'on va le voir, les achats doivent changer leur proposition de valeur pour pouvoir apporter de la performance, de l'innovation et gérer les risques, tout en faisant évoluer les organisations. Et aujourd'hui, on va essayer de se focaliser avec nos exemples sur 2 thèmes. Le troisième, autour de l'adaptation des processus, comment remettre l'utilisateur au cœur du système, comment faciliter sa vie tout en maximisant la performance des achats et de la relation fournisseur. Le quatrième thème, autour de la donnée. Vous le savez, quand on travaille autour des achats, on travaille sur des données qui sont multiformes, qui sont multisources, qui sont internes, externes, faciles d'accès, complexes d'accès. Et aujourd'hui, je pense que les quelques cas d'usage que Silex va vous montrer dans quelques minutes vous permettront de voir en quoi la gestion des données peut devenir un actif stratégique pour les achats. Et bien sûr, on parle de nouvelles technologies. Donc, vous voyez bien que répondre à ces 3 défis nécessite aujourd'hui, vu de notre fenêtre, une transformation forte de l'offre de service, mais aussi des processus, tout en mettant la donnée au cœur de la transformation. Lors du dernier webinaire que nous avions organisé il y a quelques mois, on avait interrogé la quarantaine de participants autour de leurs priorités dans la transformation digitale. Sans grande surprise, vous pouvez le voir ici, les 2 thèmes principaux qui étaient ressortis étaient autour de développer des nouveaux canaux d'achat. Et je pense que la place de marché, ce que Charlotte va nous montrer, va complètement dans ce sens-là. Deuxième pan était autour de la gestion de la catégorie C. Mais vous allez le voir, le cognitive sourcing peut aussi être vu comme soit un nouveau canal d'achat, soit une nouvelle manière de gérer plus efficacement certaines catégories d'achat. Donc, il y a une forte résonance entre ce que nous avions pu voir il y a quelques mois et ce qu'on va essayer de vous présenter maintenant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais laisser la parole à Charlotte pour le retour d'expérience de la Société Générale. Merci Eldrick, très bonne transition. Donc, dans notre projet, ce qu'on a essayé de faire justement, c'est d'adapter nos process pour plus de valeur. Et donc, on va vous présenter un cas, c'est une marketplace achat qui a été faite en interne côté Société Générale. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si je ne suis pas claire. Les achats Société Générale, juste en guise d'introduction, c'est environ 150 acheteurs en France et à peu près le même nombre à l'international pour une dépense couverte de 6,6 milliards environ. Et on est une banque, donc on achète essentiellement des prestations IT et des prestations intellectuelles, si on schématise un petit peu. Donc on a fait le constat il y a environ 2 ans de différentes choses. Premièrement, l'expérience de nos collaborateurs pour acheter était très éloigné de l'expérience qu'on peut connaître en tant que client, en tant que consommateur, donc plutôt des utilisateurs insatisfaits. Deuxième constat, c'est que nos processus étaient très complexes et de nombreux outils. À titre d'exemple, pour acheter une prestation de conseil, on avait 5 outils, donc des processus en rupture, beaucoup de désillusions, on va dire. Et troisième constat, c'est que nos acheteurs passaient le même temps et les mêmes points de contrôle
sur le traitement de dossiers à fort enjeu ou à faible enjeu, que ce soit des dossiers compliqués, avec des réglementations très précises, ou alors un petit dossier d'achat, on va dire, assez simple. Et donc, n'avait pas le temps pour aller sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, notre réponse à tout ça, ça a été la Marketplace Achat. C'est une nouvelle offre de services que propose la direction achat, avec des parcours d'achat qui sont digitalisés et qui sont pensés et orientés utilisateurs. Donc, on répond à 3 grands enjeux. Premièrement, donc on l'a dit, un grand enjeu de satisfaction client. Donc, on mesure la satisfaction de nos utilisateurs avec le NPS, qui est une mesure assez classique de retour et de la satisfaction. Deuxièmement, c'est la maîtrise du risque, c'est-à-dire s'assurer que nos utilisateurs suivent nos processus, mais également c'est la traçabilité derrière et toutes les données que l'on peut acquérir à travers cette digitalisation pour pouvoir piloter notre maîtrise du risque. Enfin, troisièmement, c'est l'optimisation, on va dire, de notre modèle opérationnel avec une réallocation de la charge de nos acheteurs vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc, tout ça s'inscrit aussi dans un enjeu de transformation globale de la Société Générale et d'une volonté de plateformiser, alors ils appellent ça, pour les services, on va dire, aux employés. Et les achats sont un des services que l'on propose à nos collaborateurs. Alors, ce qu'on a fait concrètement, on s'est réunis dans des salles, on a fait du brainstorming, on a revu l'ensemble de nos processus pour dessiner des parcours clients. Donc, on propose 3 types de parcours. Premier parcours, self-service. Donc, l'utilisateur est en mesure d'effectuer son achat de bout en bout. Donc, il est autonome, mais il est guidé à travers un processus, donc il est cadré, on l'oriente. Deuxième processus, un processus semi-assisté, où l'utilisateur va être quasiment autonome, mais sur certaines activités, un acheteur va venir l'aiguiller et va venir le conseiller. Et enfin, troisième type de parcours, un parcours assisté, où là, l'utilisateur va être accompagné par un acheteur parce que c'est un dossier à fort enjeu. Donc, on voit bien qu'on a réalloué un petit peu les charges, on a automatisé des tâches, on a parallèlisé des tâches, on a vraiment repensé l'ensemble avec nos partenaires internes. Et si on fait un peu le parallèle, ce qu'on a essayé de faire, c'est vous voulez faire un prêt à la conso, vous allez chez Bourso et vous le faites en 3 clics. Par contre, vous voulez acheter une maison, vous allez en agence. Et là, vous prenez le temps avec un conseiller bancaire pour étudier votre dossier et comprendre votre besoin. C'est un peu le parallèle qu'on essaye de faire ici à notre niveau. Et voilà, ça donne ça sur le parcours self-service, quand l'utilisateur est autonome. Donc, on retrouve les grandes étapes assez classiques. Un utilisateur se connecte, décrit son besoin, sélectionne ses fournisseurs, fait un appel d'offres, fait un contrat, la signature et ensuite l'onboarding des prestataires et enfin l'évaluation de la prestation et la connexion avec le P2P. Donc, l'idée après, c'est de vous montrer quelques visuels un petit peu concrets qu'on peut voir. L'idée, c'est d'un parcours sans couture, de bout en bout, où l'utilisateur évite de se poser des questions. Donc, si on rentre un petit peu dans les extraits, Xavier, voilà, donc ça, c'est la première page. Donc, l'idée, c'est que l'utilisateur puisse se connecter à la marketplace et soit réorienté vers le bon parcours, avec un cahier des charges qui est généré automatiquement, donc il renseigne sa demande d'achat. Là, on voit qu'il peut choisir donc ses fournisseurs, donc on respecte, ça va un petit peu vite, ça respecte tout le référencement, donc on vient inclure le référencement avec des notions de KYS, de risque fournisseur. Il peut lui-même aussi, donc vous voyez le fil d'Ariane, un peu comme il suit son colis à la poste. Et on a voulu vraiment digitaliser l'ensemble du processus en mettant de l'information et en incluant nos règles achats. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu l'architecture très simplifiée que l'on propose.
avec un front unique. Donc, le front, c'est les maquettes que vous venez de voir de manière un petit peu rapide, mais c'est-à-dire, j'ai un besoin d'achat, je me connecte à la marketplace achat. Et cette marketplace, elle est connectée à ce qui est indiqué le middle. Donc, c'est un outil de workflow qui va gérer des API, qui va gérer des processus et des règles métiers achat. Et enfin, qui va se connecter à un ensemble de référentiels, d'outils, donc des outils de sourcing, des outils d'habilitation, de signature électronique, nos référentiels organisationnels, etc., etc. Donc, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est masquer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, toute cette complexité IT et organisationnelle à notre utilisateur pour qu'il ait un parcours sans couture. Charlotte, j'ai une question pour vous, avant Oui. de rentrer dans le détail. J'ai un de nos auditeurs qui voudrait savoir si le circuit self-service inclut l'ensemble des typologies d'achat. Alors, pour l'instant, c'est une bonne question, j'ai oublié de le dire. Pour l'instant, la marketplace achat traite de catégories de flux de prestations intellectuelles. Donc, nous avons inclus un parcours d'achat sur le conseil, donc l'achat de conseil, et nous sommes en train de le déployer sur la prestation intellectuelle informatique. Donc, pour l'instant, c'est vraiment les achats de prestations intellectuelles et on est en train de travailler pour inclure d'autres types de parcours à nos utilisateurs. Merci. Et je rajoute, pourquoi des catégories de flux ? Parce que c'est sur le flux où on peut bien évidemment réorienter, quand on parlait de modèle opérationnel, réorienter les flux et la charge. Par exemple, si on achète du transport de fonds, on fait peut-être un appel d'offres tous les 3 ans. Ce n'est pas forcément le type de catégorie que l'on souhaite mettre dans cette marketplace achat. Là, on est vraiment sur des catégories plutôt de flux. Voilà. Donc, les acheteurs ont été partie prenante de ce processus, de ce projet, et le sont toujours, puisqu'ils ont conçu avec nous les parcours pour intégrer les règles achats, mais également, ils ont conçu aussi, on va dire, leur ligne de conduite pour pouvoir se dégager du temps, pour réfléchir plus à leur stratégie catégorielle, passer du temps avec les fournisseurs, accroître aussi l'attractivité de nos processus. Donc, vous allez voir dans les résultats, ce qu'on souhaite chercher, c'est de la satisfaction, mais aussi gagner du temps sur des tâches que l'on peut automatiser. Donc, un petit Rex projet, dans ce qui a bien fonctionné. Donc, on a travaillé en méthode agile. Donc, tout est fait en interne. Ça, c'est une particularité de notre marketplace achat. On sait qu'il existe des éditeurs qui le proposent sur le marché, ou du moins, ils proposent des bouts de ce que l'on fait. Nous, on a fait le choix, donc Société Générale a fait le choix de plutôt proposer des services en interne. Et donc, on travaille en méthode agile. La méthode agile, ça veut dire prioriser des besoins, raisonner en apport de valeur. C'est-à-dire quelle fonctionnalité je vais mettre dans ma marketplace, je vais le mettre parce que ça a un vrai apport de valeur. Et donc, c'est un changement de mindset un petit peu global, tant pour la direction que pour les équipes projets, que pour les acheteurs, de raisonner en apport de valeur. Aussi, donc, ce projet avait un sponsorship fort avec notre directrice achat, Françoise Guillaume, mais également Sébastien Simonian, notre sponsor direct, présent tant pour justement travailler ces fonctionnalités, ces parcours, la conception, que dans des décisions un peu plus, on va dire, stratégiques sur des orientations. Donc, le parcours, il a été, on l'a vu, pensé par et pour les utilisateurs. Et la grande particularité, c'est qu'on n'a pas vocation à être un éditeur de e-sourcing. On a vraiment conçu nos parcours comme on l'entendait, pour nos besoins, et surtout pour un public non initié, pour un public non acheteur. Donc, on mesure cette satisfaction justement parce qu'on a fait peu de formation. Et on a peu de demandes de formation, justement, c'est plutôt intuitif. Et c'est ce qu'on a cherché à faire. Et comme on le fait en interne, on maîtrise nos processus et on a dû ouvrir notre SI, justement, avec ces fameuses API et connecter notre système dans son ensemble. Et enfin, moi, je l'ai déjà dit, mais c'est un projet groupe aussi, d'aller vers une logique de plateformisation des services aux employés.
Donc ça, c'est ce qui a bien fonctionné, mais dans un projet, il y a toujours des hauts et des bas et c'est normal. Donc, dans les écueils qu'on a pu rencontrer, déjà, c'était un nouveau projet, donc c'est de nouvelles connaissances, donc des ressources à recruter, un budget aussi, un investissement financier qui est plus important que si on est sur le marché. Et dans ces temps, on va dire, un petit peu dédiés à la frugalité, donc on fait beaucoup plus attention. Justement, la méthode agile nous aide à sélectionner qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui va résonner en apport de valeur pour nos utilisateurs. Un défi d'alignement aussi, parce que nous sommes sur des processus qui touchent à la finance, qui peuvent toucher au processus RH, au processus juridique. Donc, il y a un alignement aussi à avoir dans des grands groupes comme les nôtres pour s'aligner. Des écueils techniques, forcément, sur la mise en place d'API, de corps modèles. Donc, ça fait partie des projets informatiques. Et aussi, j'allais dire, la plus grande difficulté, mais qui est plutôt un moteur, c'est la standardisation de nos parcours. On veut proposer des parcours d'achat standards, mais quand on écoute nos métiers, on a toujours des métiers qui ont des besoins spécifiques, une manière d'acheter de manière spécifique, un pays qui a un besoin spécifique. Donc voilà, nous, on doit être assez, on va dire, droit dans nos bottes en termes de posture pour proposer justement des parcours d'achat qui soient standards. Et donc ça, c'est un peu pour le Rex, on va dire, off à vous proposer. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai 2 questions pour vous, Charlotte. J'en ai une première, mais c'est qu'on a dû passer un petit peu vite. Dans notre audience, on voudrait savoir quel lien existe avec les SI achats, le référentiel fournisseur, les contrats, etc. dans la marketplace. Oui, bien sûr. Et on peut peut-être juste remonter, si on l'a sur l'architecture, peut-être, je pense que c'est la slide la plus appropriée. Voilà, celle-là. Voilà, celle-ci. Le lien avec le SI achat, donc vous le voyez en bas, c'est le e-sourcing. Donc, l'outil que l'on utilise à la Société Générale pour le e-sourcing, c'est Jagger. Donc, on retrouve toute notre base contractuelle, la manière dont on fait nos appels d'offres, notre référentiel fournisseur, etc. Et en fait, Jagger est connecté à la marketplace achat. Et nos fournisseurs n'utilisent que Jagger. Donc ça, c'est le lien que l'on fait. Ça veut dire que très concrètement, lorsque dans Marketplace Achat, un utilisateur publie un appel d'offres, ça envoie un ordre à Sourcing Hub et c'est bien Sourcing Hub qui est l'outil qui envoie le cahier des charges au fournisseur. Donc en fait, les API nous permettent vraiment de connecter et de appeler, on va dire, le bon outil ou le bon référentiel approprié. Donc, en fait, il faut voir Marketplace Achat comme vraiment une surcouche qui permet de proposer des parcours simples et qui masque la complexité, où on a inclus toutes nos règles achats et toute on va dire, l'intelligence qu'on a pu mettre pour pouvoir proposer ces parcours d'achat. Mais les outils e-sourcing référentiels restent bien évidemment en place. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est clair. Bon, c'est clair alors. J'ai une deuxième question avant de conclure cette partie-là. Sur la base de votre ex, quelle nature de tâches ont le plus gagné en productivité, sur quelle part du process, et où est-ce que la satisfaction du client interne a le plus augmenté? Alors, si on le voit juste la slide d'après, on le présente, mais on a diminué notre délai d'environ, donc délai de l'acte d'achat, donc c'est-à-dire au moment où j'ai un besoin d'acheter et au moment où les ressources arrivent, de 50%. Donc ça, là, je pense que c'est un vrai gain et nos utilisateurs sont contents. On le mesure aussi, cette satisfaction, parce que ça prenait trop de temps. Et des ressources qui arrivent trop tard sur des projets, c'est des projets qui prennent du temps, c'est des gens qui ne sont pas forcément très contents du service que la direction achat propose. Donc moi, je dirais c'est vraiment sur cette diminution du temps et cette centralisation de l'information. Au lieu d'aller courir à gauche, à droite avec 5 outils, avoir un outil tout intégré permet justement d'avoir quelque chose de plus simple. Voilà. Alors, en termes de résultats, 70% de nos achats sont en parcours self-service ou semi-assisté. Ça veut dire qu'un utilisateur, maintenant, a la main, on va dire, pour lui-même faire avancer le processus d'achat.
Ce qui ne veut pas dire que sa charge augmente, puisque grâce à la digitalisation, grâce à la revue des processus, on a pu automatiser un grand nombre de tâches. Et je refais le parallèle avec Boursorama. Et si vous faites un prêt à la consommation, c'est en quelques clics. Et ben, faut vraiment avoir ce parallèle dans cet acte d'achat qui rend l'utilisateur autonome voilà, dans ses actions. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais un petit peu évoquer, mais c'est lié aux prestations intellectuelles informatiques, l'assistance opérationnelle et ce qu'on appelle la gare de routage. Donc, c'est un point d'entrée unique pour réorienter l'utilisateur vers d'autres processus. Merci beaucoup, Charlotte. Il nous reste quelques questions qu'on prendra à la fin, si vous en êtes d'accord. Merci. Jean et Stéphanie, on vous laisse la main. Vous allez voir, on va vous présenter. Donc, essayez de faire en sorte que déjà tout le monde sache de quoi on parle quand on parle de cognitive sourcing. Et puis, quelques cas d'usage qui, à notre sens, sont relativement ou même très intéressants. Je vous laisse la main. Tout à fait, parfait. Merci. Donc, en effet, on va vous présenter dans un premier temps le concept du sourcing cognitif, de quoi on parle, sur quelle technologie on s'appuie pour justement adresser ces sujets, la valeur que ça apporte aussi aux organisations qu'on accompagne. Et puis après, on fera un focus spécifique sur 2 cas d'usage, donc 2 cas clients avec des contextes un peu différents, ce qui permettra aussi à chacun de pouvoir se projeter et puis de voir comment ça s'adapte dans un processus métier global. Donc très rapidement, Silex, donc nous on est éditeur de solutions technologiques. Donc on travaille sur 2 grands sujets que sont l'intelligence artificielle et le big data, qu'on met au service des directions achats pour répondre à différents enjeux. Donc aujourd'hui, on travaille avec une centaine d'organisations, aussi bien sur le secteur privé que le secteur public, qui utilisent les mêmes technologies d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. La technologie s'adapte aussi au contexte et aux besoins de chacun. C'est la force aussi de ces nouvelles solutions. Donc, on travaille sur différents cas d'usage. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le sourcing cognitif. On travaille aussi sur des sujets de risk management, des sujets d'achat guidé. L'idée générale, c'est de mettre la donnée au centre des enjeux, au centre des processus et des problématiques achats. On en parlait tout à l'heure rapidement en introduction. Accéder à la bonne donnée au bon moment, ce n'est pas toujours évident. Elle est souvent éparpillée, souvent multisystème. Elle peut émaner de différentes sources. C'est vraiment le cœur des enjeux de Silex aujourd'hui et des solutions qu'on développe, c'est apporter la bonne donnée au bon moment aux acheteurs pour les accompagner dans leur prise de décision et augmenter la performance achat. Voilà. Donc le sourcing cognitif, rentrons dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on parle de sourcing cognitif, on va vraiment parler de la phase amont, c'est-à-dire la partie identification de fournisseurs. Comment s'assurer d'avoir les bons fournisseurs dans mon panel pour la suite de mon processus. Donc on est bien avant la phase d'appel d'offres dans cette capacité d'identifier les bons fournisseurs par rapport à son besoin. On se rend compte qu'aujourd'hui, la situation, elle est assez complexe. Dans un premier temps, et je l'ai rapidement évoqué, la donnée, elle est souvent difficile d'accès. Comment s'assurer d'avoir la bonne information sur les prospects? Elle est souvent peu qualitative parce que les marchés évoluent de plus en plus, les sociétés évoluent énormément, les informations sur ces sociétés évoluent. Donc, ce n'est pas toujours évident pour l'acheteur d'accéder à cette donnée. Et puis, même quand il arrive à accéder à cette donnée, on se rend compte que le processus de sourcing ou d'identification de fournisseurs est souvent un processus très chronophage qui demande beaucoup de temps. Les solutions historiques que peuvent être les salons, les moteurs de recherche ou les catalogues, ça prend énormément de temps. Donc, du coup, on se rend compte que cette phase de sourcing, bien souvent, elle est réservée à des projets très stratégiques où elle n'est pas faite. Du coup, elle est peu généralisée, peu standardisée aussi parce que pas outillée. Il n'y a pas aujourd'hui de système qui permettent d'harmoniser toute cette phase d'identification de solutions, ce qui peut être problématique pour les organisations. Et du coup, il n'y a pas de capitalisation. C'est-à-dire tout le travail qui est fait en phase amont de préqualification des entreprises, d'échange avec des fournisseurs en phase amont. Bien souvent, il n'y a pas de capitalisation, ce n'est pas enregistré, donc il y a une perte aussi
d'intelligence économique à ce niveau-là et peu de suivi de manière un peu générale. Et donc du coup, outiller cette phase, ça va apporter différentes choses, différentes valeurs qu'on verra un peu plus tard dans la présentation, mais qui vont être principalement l'efficacité opérationnelle, un gain de temps. On parle d'intelligence artificielle et de big data pour automatiser un certain nombre de tâches et toutes les différentes tâches à faible valeur ajoutée qui sont aujourd'hui représentées. On va parler aussi de performance achat, comment augmenter sa performance économique, mais aussi non économique. On se rend compte aujourd'hui avec les organisations avec lesquelles on travaille qu'il y a de plus en plus d'enjeux liés à la RSE, liés à l'achat local, la relocalisation. La situation actuelle fait aussi que dans la gestion du risque et dans la sécurisation de sa supply chain, on a besoin d'identifier des sources alternatives. Donc cette phase de sourcing est aujourd'hui de plus en plus stratégique et permet d'apporter beaucoup de valeur. Voilà, mais je vais laisser Stéphanie nous présenter maintenant comment on répond à cet enjeu par la technologie et par l'outil. Merci Jean. Oui, donc effectivement, le sourcing cognitif, hein, pour venir un peu plus dans le détail du fonctionnement et de ce qu'il y a derrière, comme vous l'a dit en introduction, on est vraiment une solution technologique, ce qui est un grand différenciant par rapport aux outils classiques standards du marché, puisque nous, notre grande force est qu'on s'appuie sur des énormes bases de données. On agrège beaucoup de données fournisseurs qu'on met à jour en temps réel et qu'on essaie d'agréger au quotidien. Alors, c'est de la donnée qu'on va aller trouver sur le web, qu'on va aller trouver auprès des fournisseurs, qu'on va aller trouver sur l'open data. Ça peut être aussi la donnée qui vient des organisations. Donc, on agrège toute cette donnée qu'on va traiter grâce à de l'intelligence artificielle. On utilise notamment des technologies de compréhension naturelle du langage, du NLP. Avec vraiment un objectif d'augmenter la performance achat. Donc, vraiment automatiser les processus, faire gagner du temps, automatiser les process et standardiser et permettre justement d'avoir un outil unique qui permet de gagner en efficacité opérationnelle pour les acheteurs, mais aussi de gagner en efficacité stratégique sur les objectifs stratégiques qui sont évidemment les gains économiques en sourçant mieux et en mettant mieux en concurrence, mais aussi, comme le disait Jean, pouvoir appuyer sur des axes tels que la RSE, travailler avec les PME ou des enjeux qui sont moins financiers. Donc, tout cet accès à la donnée en temps réel et en instantané va permettre d'appuyer sur tous ces axes et vraiment apporter un gain en efficacité aux acheteurs. On a donc donc ça se retranscrit en différentes fonctionnalités. Donc ça permet, toute cette donnée permet de faire des analyses de marché qui en général prend beaucoup de temps et on a accès à peu de données. Donc là, on a vraiment un outil qui vous permet de manière très rapide de faire des analyses de marché et de découvrir des nouveaux fournisseurs. Des solutions de sourcing automatisées, donc avec des créations de panels automatiques grâce à notre intelligence artificielle. L'accès à la donnée qui, une fois qu'on a identifié des nouveaux prospects ou une fois qu'on a identifié des risques sur des fournisseurs, on va pouvoir très, très facilement faire de la préqualification, de la qualification, suivre son risque avec de la donnée qui est mise à jour en temps réel. Et puis, on va rationaliser ces processus parce que aussi, comme c'était l'exemple chez Société Générale, on veut optimiser les parcours et on veut aider et assister au maximum les parcours utilisateurs pour les rendre plus fluides et plus rationnels et concentrer les acheteurs sur des tâches à valeur ajoutée ou des achats de plus forte valeur et éventuellement déléguer sur des achats moins critiques ou moins stratégiques. On va aller sur… Voilà. Donc,
Donc, les technologies qu'on utilise chez Silex, donc on est une plateforme, on est une solution en SaaS. Donc, on est une plateforme donc, qui permet, comme je vous le disais, d'aller agréger de la donnée qui vient de différents endroits. Donc, nous aussi, on utilise beaucoup d'API pour aller se connecter à différentes sources, qu'elles soient internes, externes, de l'open data, des données qui viennent de partenaires aussi pour suivre des informations, des critères, des risques particuliers. Donc, on est une plateforme. On a aussi la possibilité, enfin, les fournisseurs ont la possibilité aussi de s'inscrire et de renseigner de l'information. Donc, ça, c'est vraiment toute la partie, le côté plateforme pour agréger, collecter de la donnée. Mais on est aussi une plateforme qui permet d'intégrer beaucoup de personnes dans l'organisation. Donc, on a les acheteurs. On est une solution qui est à la base destinée aux acheteurs, mais on veut aussi intégrer tous les clients internes, les prescripteurs, collecter les besoins le plus tôt possible dans la chaîne d'achat. La big data, donc la donnée, c'est vraiment au cœur de notre technologie, de notre réflexion, parce qu'on est, c'est vraiment, et on sait que aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour toutes les organisations d'avoir de la donnée qui est à jour, qui est fiable, qui est bien structurée. Donc, nous, on arrive à avoir cette base de données qui est mise à jour en temps réel avec un identifiant unique pour un fournisseur, avec une vision unique d'un fournisseur, quel que soit le prisme par lequel vous le prenez. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Silex, et ça vous permet de suivre et de traquer l'information à tout moment, que vous l'utilisiez en phase de sourcing pour suivre vos fournisseurs référencés, pour préqualifier des prospects. L'intelligence artificielle, donc on travaille sur des algorithmes de recherche, de matching, de compréhension naturelle du langage, donc qui vont ajouter de la valeur à toute cette donnée, qui va permettre de l'interpréter et qui va faire de l'aide à la décision pour les acheteurs, pour les aider à prendre des décisions plus rapides, plus fiables, plus argumentées. Et puis, une plateforme globale, parce que c'est très adaptable, on est aussi, ça c'est des choses on aime aussi beaucoup, l'agilité. C'est une solution qui est paramétrable, flexible et standardisable, qui fonctionne avec tout type d'organisation, que ce soit des petites structures ou des grands groupes. C'est paramétrable et flexible et assez facile de paramétrage et assez facile à prendre en main. On attache aussi vraiment beaucoup d'attention à l'ergonomie, parce que c'est important, c'est un critère de réussite pour nous, pour l'adoption des utilisateurs, que la plateforme reste facile à utiliser. Et puis, comme Charlotte le disait, en fait, c'est vrai que c'est important de ne pas passer trop de temps à former, parce que ça devrait être un outil qui est bien pensé et qui est assez intuitif. On ne devrait pas avoir beaucoup de besoin de formation, et c'est quelque chose qui doit rester très intuitif et facile à prendre en main par les utilisateurs, ce qui est un grand avantage dans l'utilisation des outils. Donc, la valeur ajoutée de The Silex, non, mais ça, je vais te repasser la main, Jean, peut-être Oui, très bien. Merci Stéphanie. Donc, en termes de valeur, qu'est-ce que ça apporte au quotidien? J'ai commencé à en parler rapidement tout à l'heure. On reprend ici quelques éléments. Je parlais d'efficacité opérationnelle. Le temps passé à cette phase de sourcing, certains de nos clients nous ont fait partager des ROI pouvant aller jusqu'à 90% de réduction du temps, que ce soit sur l'identification des entreprises, sur la collecte de la donnée et sur ensuite la capacité d'aller solliciter ses clients, donc sur la partie RFI, où on va aller assez loin. La performance achat, on en a parlé aussi, jusqu'à 10% d'économie sur le tail spend. Sur les autres catégories d'achat et les autres typologies de dépenses, on a des économies qui sont un peu plus faibles, parce que les catégories ont déjà été aussi bien travaillées. En tout cas, l'idée ici, c'est de se dire, en allant identifier le bon fournisseur le plus en amont du processus, je m'assure d'avoir le plus de valeur à la fin du processus. En effet, un appel d'offres peut être mené de la meilleure des manières possibles, et la négociation peut être la meilleure possible. Si je n'ai pas les bons fournisseurs dans mon panel, c'est compliqué de générer de la performance, qu'elle soit économique, non économique, en tout cas en fonction de mes objectifs et de ma stratégie. La gestion dynamique du risque,
On en a rapidement parlé, la gestion du risque est primordiale aujourd'hui sur sa base de fournisseurs, mais elle est aussi, et nous on en est convaincus, primordiale en phase amont, dès la phase de création justement de son panel, bien avant l'appel d'offres, s'assurer des quelques points, des check-up à faire sur les fournisseurs qu'on va embarquer dans son processus. C'est toujours plus facile et plus souple d'accéder à de la donnée dès le début pour pouvoir préqualifier ses fournisseurs, créer son panel en fonction de son besoin, des risques qui ont été identifiés en fonction du contexte, et donc avancer de manière la plus sereine possible, ce qui n'empêche pas bien évidemment de faire du suivi tout au long de sa relation, mais en tout cas le plus en amont on s'y prend et le plus on diminue les risques. Et puis la partie intelligence et contrôle qui est aussi assez importante, de pouvoir capitaliser sur la connaissance, de pouvoir avoir une connaissance toujours plus fine de ces marchés en standardisant la procédure grâce à l'outil, grâce à l'IA. C'est vraiment la partie, voilà, j'outille pour aussi harmoniser dans mon organisation la façon de faire, pour harmoniser la collecte d'informations, pour harmoniser la capitalisation sur l'information. Et ça, c'est vraiment l'outil qui permet ça et le processus. Donc voilà pour les différentes valeurs ajoutées. On va pouvoir avancer et passer au cas client. Donc on a décidé de vous présenter 2 cas clients qui sont assez différents de par le contexte organisationnel et le contexte SI des clients. Donc le premier, c'est Covea, qui est un groupe d'assurance, groupe mutualiste, donc une direction achat très centralisée. Pourquoi? Parce que les entités du groupe ont peu ou prou le même métier, donc des acheteurs qui sont en centrale, qui opèrent pour l'ensemble des entités du groupe. En termes de contexte SI, on est sur une direction achat qui est très digitalisée, c'est-à-dire que de la partie appel d'offres jusqu'à la fin du processus, on a une gamme d'outils qui est complète. On a des achats qui sont sous contrôle de la part de la direction achat. Donc vraiment sur la partie transactionnelle, tout est déjà très bien digitalisé. Et donc il y avait un besoin ici de s'assurer que les bons fournisseurs étaient identifiés au bon moment, que les panels fournisseurs étaient bien challengés, étaient bien renouvelés, et qu'on pouvait répondre aussi à des enjeux très spécifiques. Il y a des stratégies portées par la direction groupe en termes de RSE, de développement de l'achat responsable, de travail avec des typologies d'entreprises un peu différentes, sur des entreprises adaptées, sur de l'achat social, etc. Et puis aussi un besoin de rationaliser le temps des acheteurs avec énormément de sujets à traiter, donc des acheteurs qui focalisent le temps sur certains sujets. Donc l'objectif, c'était de se dire cette partie sourcing, elle doit être la plus performante possible, mais elle doit aussi prendre le moins de temps possible aux acheteurs qui ont déjà énormément de choses à faire. Donc ici, on a déployé de manière massive l'achat cognitif pour permettre à l'ensemble des acheteurs du groupe de pouvoir accéder à nos solutions, à nos bases de données et à l'ensemble des fournisseurs disponibles. Voilà pour le premier cas client. Et le deuxième cas client qui est un peu différent, Limagrain, donc qui est aussi un groupe avec différentes sociétés. Ici, les filiales sont un peu différentes. On a des filiales qui ont des cœurs de métier un peu différents. Donc du coup, les achats centrales ont plutôt une vision de coordination. Donc c'est un peu différent. Les acheteurs sont plutôt dans les filiales, quand les acheteurs groupes, eux, ont plutôt une vision outils, métier, excellence opérationnelle. Donc là, on a eu une approche un peu différente. On a déployé d'abord au niveau du groupe pour que les acheteurs groupes puissent apporter du support aux filiales, qui puissent venir ici challenger aussi de manière récurrente les panels et qui puissent améliorer le niveau de service. Peu de personnes pour supporter beaucoup d'acheteurs filiales. Donc du coup, c'est la capacité de ces quelques personnes à faire beaucoup plus avec le même temps, la même bande passante. Donc généraliser le sourcing de manière beaucoup plus récurrente pour apporter un service toujours plus pertinent aux filiales. Et donc aujourd'hui, on est dans une seconde phase de déploiement plus massif pour descendre au niveau des filiales. Et on était aussi dans un contexte où le groupe n'était
peu ou pas outillés en termes d'achat, c'est-à-dire qu'ils avaient un outil P2P transactionnel, mais ils n'avaient pas forcément d'autres outils, donc, contrairement à Covea qui est très digitalisé. Donc ici, on vient aussi travailler de manière un peu plus large que le sourcing cognitif, travailler sur des sujets de gestion de risque, de gestion des référentiels, etc., etc. Donc, on voit bien ici qu'en fonction du contexte, qui peut être très différent, que ce soit organisationnel, que ce soit système d'information, on arrive à apporter de la valeur, on arrive à faire gagner du temps aux acheteurs, à faire plus, à faire mieux et à générer de la performance achat in fine. Merci Jean. Je ne sais pas si on a des questions. Alors, je crois On qu'on reviendra peut-être après. Oui, on les prendra à la fin, Jean, pour Ouais, très bien. garder le flux. Aucun problème. Très bien, parfait. Merci pour ces cas d'usage très intéressants, Stéphanie et Jean. Donc, on va revenir sur on souhaitait partager avec vous quelques éléments, alors un peu plus conceptuels, mais pour conclure sur ces deux leviers, donc le cognitive sourcing et les marketplaces. Tout d'abord, on voulait vous rappeler que on dispose, comme vous le savez, de notre outil d'évaluation de la maturité des pratiques achats qui s'appelle SC Prime, et c'est un outil qu'on enrichit de manière régulière et qu'on a enrichi très récemment avec notamment sur le volet du digital achat avec l'intégration des toutes dernières technologies dont font partie l'intelligence artificielle, le cognitive sourcing, et les marketplaces. Et cet outil, nous l'avions appliqué fin d'année 2020 auprès de plusieurs donneurs d'ordre, de tout secteur confondu. Et finalement, alors sans surprise, vous me direz, mais la réalité des pratiques en fait montre concrètement qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour les directions achats de monter en maturité sur le cognitive sourcing, principalement sur les processus amont, donc de source to contract, mais aussi sur le SRM. Et le SRM vise à gagner en maturité pour passer d'un modèle un peu réactif à un modèle plus proactif grâce au cognitive sourcing et à l'intelligence artificielle. Et concernant, on en parlait dans l'introduction d'Aldric, de l'optimisation et du souhait des directions achats d'optimiser les différents canaux achats. Il existe un vrai enjeu aussi de monter en maturité sur l'optimisation de l'ensemble des canaux achats. On parle ici de catalogue interne, de catalogue punch-out externe, de tous les outils spécifiques en fonction des différentes natures d'achat, et bien évidemment des marketplaces qui sont encore peu déployés à date. Voilà, donc pour conclure sur d'abord les marketplaces, que faut-il finalement retenir des principaux bénéfices du déploiement d'une marketplace? Donc, les marketplaces s'inscrivent généralement dans le cadre d'un projet, d'une réflexion assez large autour de l'optimisation des canaux achats de manière générale. Et donc, on est sur une réflexion autour de la définition d'un parcours en autonomie, c'est-à-dire qu'on définit une nouvelle offre de service achat pour les prescripteurs, les clients internes, en les rendant plus autonomes dans leur parcours d'achat. Donc, 4 bénéfices qu'il faut retenir, c'est tout d'abord plus d'autonomie pour les prescripteurs et une vraie expérience utilisateur basée sur les codes du B2C. On cite souvent la marketplace Amazon comme un exemple. Une réduction réelle des temps administratifs pour les acheteurs. On favorise aussi les actions de contrôle, plutôt a posteriori, et on réduit clairement les taux de réclamation. Et pour se lancer, les marketplaces sont un levier intéressant, notamment pour les achats de classe C, pour se lancer. Concernant le cognitive sourcing, c'est un levier intéressant, vous l'avez compris, pour plutôt les processus amont, les processus qui créent vraiment
la valeur achat. Donc on parle ici plutôt du category management, du strategic sourcing, du pilotage de la relation fournisseur et du pilotage des risques. Donc la priorité en termes d'applicabilité doit être donnée sur ces process-là pour les rendre encore plus intelligents, plus créateurs de valeur. On l'a vu avec les cas d'usage présentés par Silex, hein, le cognitive sourcing permet d'enrichir tous ces process en analysant toutes les données disponibles en interne dans les différents systèmes d'information et aussi toutes les données externes disponibles. Donc, ça peut servir concrètement pour enrichir la définition de stratégie achat, pour automatiser la définition de panels fournisseurs, notamment, alors peut-être sur des achats non stratégiques dans un premier temps, et puis contribuer à la proactivité du pilotage des risques achats en alertant plus en amont grâce à des données plus disponibles, des données plus riches, d'alerter plus en amont les différents, le degré d'exposition au risque achat. Voilà. Donc, en conclusion, et on reviendra aux quelques questions que vous nous avez posées, surtout, n'hésitez pas, on va avoir un petit peu de temps pour y répondre. Vous le voyez bien, différentes problématiques, différentes réponses et différents types de bénéfices. Et donc, on a essayé de matérialiser ici les points clés qu'il faut que vous ayez en tête si vous voulez vous lancer dans cette révolution de votre offre de service, que ce soit de la place de marché telle que ce que Charlotte vous a décrit ou des deux expériences dont Jean a parlé chez Covea ou Limagrin. C'est sûr qu'on a besoin d'avoir une vision, de savoir où on peut aller. Et notamment, même si toutes ces solutions visent quand même à simplifier la vie, hein, ça a été dit plusieurs fois, et permettre à chacun de s'y retrouver simplement sans avoir besoin d'être formé, mesurer quelle est finalement la capacité de l'organisation à accepter ces nouveaux modes de fonctionnement. Les places de marché, on peut donner des exemples d'autres clients qui ont poussé le bouchon encore plus loin avec des problématiques de est-ce que je passe des commandes, est-ce que je paye et je contrôle a posteriori, etc., pour essayer de fluidifier. Donc, c'est important d'avoir en tête quelle est l'acceptabilité de ces solutions. Troisième point, c'était aussi un peu l'objet de ce webinaire, c'est important et encore plus sur les nouvelles technologies pour les directions des achats, notamment de se tenir au courant, de s'informer, de discuter avec ses pairs pour faire les bons choix. Enfin, dernier point, les deux derniers points que je voulais aborder avec vous avant de passer aux questions, c'est que cette offre de service, Charlotte l'a un peu évoqué, elle est en perpétuelle révolution, évolution. Donc, il faut se remettre en question, il faut être capable d'apporter de plus en plus de contenu parce que vous avez dû le voir dans vos projets, les premiers qui ont été servis, une fois qu'ils ont vu toute la performance, ils en veulent plus. Et donc, on a besoin d'autres familles, donc d'autres sujets, d'autres parcours utilisateurs. Donc, on est obligé d'être encore plus dynamique qu'avant. Et comme on l'a vu, c'est important que ce ne soit pas des projets tunnels qui durent des années, mais qu'on arrive petit à petit à déployer famille par famille, périmètre par périmètre pour apporter des bénéfices rapidement. Donc voilà les quelques thèmes qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose pour conclure, c'est de prendre les quelques questions qu'il reste. Je vais commencer par vous, Charlotte. J'avais une question, savoir dans quelle mesure la marketplace améliore ou non le taux de respect des contrats cadres et de leur déploiement. Alors justement, ça me fait penser, c'est une réponse parallèle, hein. Mais ce qui me fait penser, c'est quand on a revu tous nos processus et justement, on s'est dit, mais pourquoi pas faire des bons de commande? En fait, parce que quand on est dans une démarche en fait d'amélioration, de vouloir couper, on va dire, de la complexité, que ce soit par moins de coûts, moins de délais, moins de tâches, du coup, on repense l'ensemble. Et c'est vrai que du coup, pour les achats self-service, typiquement, donc on appelle ça un bon de commande. En réalité,
C'est un contrat très, 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 très light, mais on a beaucoup travaillé avec nos juristes justement pour accélérer, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on fait de la surqualité parfois. Et justement, des projets comme ça de remise en cause nous permettent d'alléger. Bon, ça c'était pour la parallèle. Et pour répondre à votre question, en fait, la gestion de nos contrats cadres et de nos contrats d'application se fait dans Sourcing, enfin dans Jagger, pardon, qui est notre éditeur. Donc, honnêtement, non. Enfin, là, c'est pas un sujet qui nous a permis. En fait, la marketplace achat nous permet de créer en automatique dans Jagger nos contrats, nos projets. Donc, on vient vraiment gagner du temps et gagner en traçabilité, s'assurer d'avoir toujours les bonnes informations. Parce que c'est vrai, quand c'est un humain, c'est un peu plus compliqué de contrôler, on va dire. Donc, dans ce sens-là, oui. Ceci dit, Jagger reste notre outil de sourcing. Donc, le lien entre les contrats cadres et les contrats d'application, dans ce sens, non, ça n'a pas permis. En tout cas, ce n'était pas le levier auquel on a touché. Enfin, voilà. Merci. J'ai une autre question plus pour Jean. Dans le cadre de Covea, sur quelle catégorie d'achat est-ce que le sourcing cognitif a été déployé? Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, nos technologies permettent d'adresser l'ensemble des catégories d'achat. On n'est pas spécifique, spécialiste d'une ou de l'autre des catégories, hein. Quand on parle de base de données, nous, c'est exhaustif, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des organisations qui sont disponibles par zone. Donc, on peut aller sourcer sur tout type d'achat, tout type de secteur d'activité. Donc voilà, il n'y a pas de spécificité. On a vraiment déployé de manière large, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler aussi avec tout type de secteur d'activité. On travaille dans l'industrie, on travaille dans le service, banque et assurance. On travaille vraiment de manière globale dans un objectif de généraliser ce sourcing, donc de ne pas se spécifier, mais bien de faire cet acte de sourcing pour chacun des besoins et chacune des demandes, ce qui permet in fine de générer le plus de performance. Merci Jean. J'ai une autre question pour vous, après je reviendrai à Charlotte. Et avec quel système d'information achat du marché êtes-vous interfacé de manière native, si on peut le dire comme ça? Alors, on peut s'intégrer avec tout type de solutions, que ce soit les solutions achats. Donc, on a des cas d'usage avec les acteurs historiques, hein, du marché, les gros acteurs, on va dire, S2P, les Evalua, les Corsair Trends maintenant pour être au goût du jour, et puis Coupa et autres. On est intégré aussi dans certains contextes avec l'ERP directement pour récupérer des informations liées aux dépenses, par exemple. On travaille aussi avec les nouvelles solutions best of breed qui vont adresser d'autres sujets. Donc voilà, l'intégration pour nous, elle est native avec tout type de solutions. On a des technologies très modernes. On est une solution SaaS, donc c'est assez simple pour nous de créer des liens pour aller récupérer de la donnée et centraliser toute cette donnée sur Silex. Merci Jean. Charlotte, j'ai une dernière question pour vous, qui est plus métier d'ailleurs. Je vous la lis brute. Est-ce que la marketplace n'expose pas la Société Générale auprès de main-d'œuvre illicite ou au délit de marchandage? Comment avez-vous accompagné les prescripteurs à ce risque? Alors non, c'est évidemment un risque que l'on couvrait précédemment et que l'on continue à couvrir. Donc, le délai de marchandage, effectivement, est traité de différentes manières, hein. Premièrement, c'est que pour les catégories d'achat de prestations intellectuelles informatiques donc spécifiques, il y a une relecture des cahiers des charges par une équipe back-office. Donc, on a voulu drastiquement réduire ce temps, hein, ce SLA, parce que ça fait une rupture de chaîne, hein, très clairement, mais on n'avait pas le choix. Typiquement, pour être, si je suis très très honnête, on voulait supprimer cette étape parce que rupture de chaîne et c'est pas l'esprit du projet, mais on s'est fait rattraper, on va dire, par la patrouille. Et là, on a dû justement rajouter cette étape. Donc, c'est ce qui nous permet l'agilité et le fait aussi de faire nos propres process et on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, on a justement rajouté cette étape de relecture des cahiers des charges avant qu'ils ne soient publiés pour ce besoin-là. Et enfin, on a un ensemble de règles. Typiquement, pour aller dans la marketplace achat, pour ce type de catégorie, il faut faire un e-learning. Donc, pour être au fait de la réglementation. Enfin, voilà. Et après, il y a un certain nombre d'autres règles qui est plus à trait avec la gestion de nos
prestataire. Typiquement, un prestataire sur une certaine catégorie ne peut pas rester plus de 3 ans dans les locaux Société Générale sous un même contrat. Donc, grâce au reporting, on sait combien de temps de présence cumulée est la personne dans nos locaux et on met fin au contrat. Voilà. Donc voilà, il y a un ensemble de règles, mais bien évidemment, on couvre ce risque et on le suit très précisément. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte. On est au bout du temps qu'on s'était donné pour ce partage d'expérience avec vous. Donc, je voulais remercier Jean, Stéphanie et Charlotte. Et puis, tous nos spectateurs, auditeurs. Vous pourrez retrouver, je vous enverrai le lien, l'enregistrement si vous souhaitez le réécouter sous quelques jours. En tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier et surtout, s'il vous reste des questions, des points d'interrogation, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. Merci et beaucoup. bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.